a vécu l'année dernière une saison compliquée, a joué pour se sauver, pour éviter la relégation jusqu'à la mi-saison, avant un mercato qui a permis quand même de redresser un petit peu la barre. Président, est-ce que vous trouvez que c'est trop ambitieux pour l'Olympique Lyonnais que de viser la 3e place au regard de ce qui s'est passé la saison dernière? Moi, je trouve ça super qu'ils annoncent la couleur. Ça fait du bien d'entendre un club, un ancien grand champion, dire on veut être dans les 3 premiers. J'encourage Monaco à dire qu'il veut aller chercher le Paris Saint-Germain. Et après, je trouve en même temps que c'est pas réalisable. Je pense que ça va pas. Ça va pas être possible. Je pense que il y a des clubs qui sont devant, plus forts dans les effectifs, avec aussi une expérience récente plus forte. Qu'est-ce que vaut Sage quand il arrive et il n'est pas dans l'urgence? Est-ce que cet entraîneur qui a peu d'expérience est capable de manager un groupe au départ et envoyer l'énergie? Parce qu'il n'y a pas que la périodisation, les situations, les positionnements sur les trucs, puis de la folie en fin de match parce qu'on est mené 3-1, parce qu'on a été repris, et puis qu'à un moment, il faut envoyer tout le monde devant. C'est quand même ce qui s'est beaucoup passé. Maintenant, on veut voir Lyon capable de dominer, d'aller être régulier sur toute une saison pour être dans les 3 premiers. Ça, j'en suis pas encore convaincu. Quel entraîneur il est dans le vestiaire, à part l'énergie, à part la folie qu'il peut mettre notamment en fin de match. Tiliani, pour vous, est-ce que c'est raisonnable de viser le podium pour l'OL? En tout cas, ça me semble être une ambition nécessaire parce que même si je suis assez d'accord sur le fait que d'autres clubs type Monaco, Marseille ou Lille peuvent être chacun dans leur style, chacun avec leurs armes, plus crédibles à l'instant T, par définition, je pense que l'OL se doit de viser le podium ou du moins le top 4 parce que là, il est aussi question de la croissance du projet. Un retour en Ligue des Champions est, je pense, nécessaire pour pouvoir passer le stade supérieur. Et puis... Lyon, je suis désolé, même si c'est vrai que ces dernières saisons, il y a des difficultés, il y a eu un changement de propriétaire, ça a été un petit peu mouvementé, ça reste quand même un grand club, avec un grand stade, avec un public, avec un centre de formation, avec des moyens, avec un centre d'entraînement. Et je me dis que par rapport à ce qu'est l'état de la concurrence, et même si encore une fois, oui pour Monaco, oui pour Marseille, encore que oui pour Lille, mais Lyon doit se battre avec ces équipes-là. Et s'il y a 3 places pour la Ligue des Champions, bon, j'élargis le podium à Ligue des Champions, mais... c'est parce que pour moi, il est là l'objectif, c'est de jouer à nouveau cette Coupe d'Europe. Romain, vous avez concocté pour nous la moyenne des dernières saisons de l'Olympique Lyonnais au classement. Oui, simplement le classement. En tout cas, c'est Tidiani qui disait que l'OL devait viser le podium. Ce qui est sûr, c'est que l'OL n'atteint plus le podium, comme Dave l'a rappelé. Regardez, c'est le classement des dernières saisons. Si on prend tout simplement les 5 dernières saisons, l'Olympique Lyonnais n'a jamais été sur le podium. Alors que si l'on prend les 5 précédentes, mais là, ça commence à remonter, il y a eu 4 présences sur le podium, et notamment 2 deuxièmes places. Et comme je l'ai dit, ça commence à remonter un petit peu. David ? Moi, j'ai plutôt tendance à y croire, et notamment en raison de Pierre Sage, parce que Vika, je t'ai parlé de la folie des matchs qu'il y a pu avoir. C'est vrai qu'il était plutôt dû à des scénarios souvent compliqués, mais moi, je trouve que Pierre Sage a amené beaucoup de cohérence à cet effectif qui en manque, en tout cas à ce club et à cette équipe qui en manquait beaucoup sur les mois qui ont précédé son arrivée. Avec quelque chose d'assez simple, je trouve qu'il est arrivé en se disant, écoutez, on va pas partir sur des trucs complètement délirants, chacun va jouer à sa place, on va faire quelque chose de simple mais de cohérent, et je trouve que ça a beaucoup rassuré le vestiaire. Quand on ajoute à ça les renforts qui ont été apportés tout simplement par Textor, qui a mis du temps lui aussi un petit peu à trouver sa place, je trouve que hélas, la fin du projet lyonnais était marquée par une forme d'incompréhension. Autant ça avait été brillant et visionnaire pendant très longtemps, la fin du projet lyonnais de Jean-Michel Aulas, c'était beaucoup plus compliqué à comprendre. Parce qu'à la fin, c'était un projet de vente. Et oui, bien sûr, mais c'était compliqué à comprendre. Mais parce que c'était hyper intéressant, toutes les saisons qu'on a vues, et il y a une rupture. À un moment, ça fait 3e et 7e, et 7e, c'est la saison Covid. Et là, Aulas l'avait très longtemps regretté, il était allé en justice, etc., parce que Lyon était sur une dynamique pour terminer sur le podium. Tu as le remboursement du stade également aussi qui a pesé sur les Voilà, sur le et budget. ensuite, donc Covid, Média Pro, ça a fait très très mal aux finances de beaucoup de clubs, mais beaucoup de l'OL qui avait beaucoup investi. Et derrière, ils ne se sont jamais relevés. Et Aulas est rentré dans une dynamique de vendre. Et donc, il n'y avait plus d'investissement pendant plusieurs années. Et c'était plus cohérent, surtout. Voilà. Pour moi, il y avait énormément. Et les joueurs sont tous partis les uns après les autres. 2019, 2020, c'est Guimarães, Paqueta. C'est des ventes qui sont quand même très impactantes. Mais là, on sent que c'est redevenu, pour le coup, je trouve assez cohérent de manière la vente, elle n'a pas été contrainte par
par Pathé et les Oui. Chinois qui C'est ça, parce que ça Aulas aussi, voulait pas décident de vendre, vendre. Bien aussi. sûr, non mais attends, ça a été Parce que lui, il accéléré. voulait pas vraiment vendre. Ça a été accéléré par ce communiqué. Mais construire des actifs, immobiliers comme il l'a fait, etc., c'est pour valoriser la valeur du club. Alors, justement, parce que Hugo, les côtés en bourse. on profite de votre présence puisque vous suivez la vie de l'Olympique lyonnais au quotidien et ce depuis plusieurs mois, plusieurs saisons. On a senti l'année dernière qu'il y avait un problème tout en haut et que ça a peut-être aussi un peu transpiré sur les résultats de l'équipe. C'est-à-dire que la passation, elle s'est faite de façon chaotique entre Jean-Michel Aulas et Textor. Et miracle, c'est aussi quand ils ont tous les deux mis leurs poings dans leur poche et qu'ils ont accepté de cohabiter d'une certaine manière, en tout cas d'accepter la fin de l'ère Aulas et le début de l'ère Textor, que c'est allé mieux. Est-ce que cette année, on a une garantie de stabilité au moins tout en haut à l'OL? Ah oui, là pour les prochains mois en tout cas. Disons que, non mais quand Aulas, c'est vrai que ça a été chaotique et en fait il y avait surtout plus de direction parce qu'on se retrouvait avec une ancienne direction qui était comme un gouvernement démissionnaire en fait, qui s'occupait des affaires courantes. Et la nouvelle direction avec Laurent Prudhomme, avec David Friot, ils sont arrivés autour du match rejoué à Marseille, donc c'était décembre, janvier. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu le changement d'entraîneur, l'arrivée de Pierre Sage, et tout ça c'est bien goupillé en fait. Et les joueurs ont eu en fait des figures d'autorité, ce qu'ils n'avaient pas avant. Ils étaient complètement perdus en première partie de saison. Il y avait parfois il y a eu des déplacements. Il y a eu un déplacement en première partie de saison à Rennes, qui avait été gagné d'ailleurs par miracle 1-0, mais c'était sous Fabio Grosso, où le seul dirigeant présent c'était l'attaché de presse en fait, qui était là et qui accompagnait les joueurs. Il y avait même Mathieu Louis-Jean, qui était le responsable, le chef scout, qui était venu en urgence à ce match, parce qu'il n'y avait pas de dirigeant. Et aujourd'hui, il y a un directeur général, il y a un directeur sportif. Donc, pour investir, ça, c'est hyper important. Parce que les joueurs arrêtent de parler de ça, se concentrent sur ce qu'ils ont à faire, le foot, et surtout, ils ont une autorité. Et dans le travail, parce que ce qui compte, c'est pas que les matchs, c'est l'entraînabilité du groupe, c'est-à-dire vraiment que le groupe puisse s'entraîner très sérieusement, ce qui n'était plus le cas. Et c'est redevenu le cas parce qu'aujourd'hui, il y a de l'autorité. Après, moi, j'ai un bémol juste à ce que tu dis. C'est ce que je disais en préambule. Donc, je suis d'accord sur le schéma, le paysage actuel de l'Olympique Lyonnais qui est redevenu cohérent et serein. La petite alerte que je mets, c'est les envies d'ailleurs de Textor du côté d'Everton, puisqu'on sait qu'il a fait des propositions d'achat, de rachat plus exactement. Alors, il n'est pas tout seul dans cette histoire-là, mais je trouve que c'est un petit signal d'alerte pour qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que ça veut dire que Lyon va devenir un club secondaire dans la galaxie Eagle? Oui, est-ce que tu restes en haut de la chaîne alimentaire ou pas quoi? Donc, Non, mais il y a c'est une une vision que je ne partage pas personnellement, mais qui n'est pas du tout la nôtre. Il faut aller sur un autre terrain pour comprendre comment il perçoit le foot. Lui, il voit ça comme une communauté de clubs. Et pour lui, il n'y a aucun club qui est au-dessus de l'autre. Mais dans les faits, l'OL profite quand même plus des avantages de Botafogo, de Molenbeek que les autres. Après, Everton, c'est particulier parce que ce ne serait pas lui directement. Il irait avec un partenaire qui investirait. Ce ne serait pas dans les mêmes pourcentages qu'à Lyon. Et surtout, il voudrait un club en première ligue pour profiter d'avantages vraiment importants pour Lyon, pour permettre à Lyon de se pérenniser en Ligue des Champions. Et Everton, pouvoir pérenniser ce club, pourquoi pas en Ligue Europa? Parce qu'un même propriétaire ne peut pas avoir deux clubs dans la même compétition européenne. Donc dans son idée, c'est plutôt Lyon. Ça se contourne de plus en plus. Ça peut s'arranger. Ça s'arrange de plus en plus. Oui, mais sauf qu'en fait, Everton n'a pas la capacité en première ligue à se qualifier pour la Ligue des Champions chaque année, alors que l'OL a la capacité. Voilà. Sur le plan financier, Romain, vous avez quelques infos, quelques chiffres. Oui, parce qu'on parle de sous et de gros sous. Il faut savoir que l'OL a dû lever les options d'achat de certains joueurs, Nouama, Mangala, Benrahma. Il y a aussi eu les achats de Miko Tadze et de Niakate qui a coûté plus de 30 millions d'euros. Et du coup, on a ce chiffre. Pour le moment, la balance, elle est déficitaire de 110 millions d'euros sur le marché des transferts. Alors moi, du coup, j'ai une question pour Hugo encore. Est-ce qu'il y a urgence de vendre à l'OL ? Oui, on l'a déjà écrit, il y a urgence de vendre parce qu'il y a besoin de liquidité, de cash flow, comme ils disent dans le milieu. Mais ces 110 millions, il faut un peu le détailler parce qu'il y a eu un très gros mercato qui a été fait en janvier, vous en avez parlé, pour redresser la barre et pour ne pas tomber en Ligue 2. Et en fait, pour contourner les restrictions de la DNCG, ils ont fait des prêts payants, Mangala et Benrahma, avec des options d'achat qui étaient non obligatoires, parce que sinon ça passait pas, sauf qu'en fait elles étaient obligatoires. Ouais.
Et en fait, c'est comme s'ils avaient déjà acheté les joueurs à ce moment-là. Elles sont là à gauche, Donc, les options d'achat. Voilà, donc ça, tout cet argent-là, déjà, c'est des joueurs qui sont arrivés en janvier. Nuama, il faut aussi tempérer parce que Nuama, il a été acheté au Danemark par Molenbeek il y a 1 an, sauf qu'en fait, il est payé à ce moment-là, par Eagle, donc par l'OL. Et là, il y a une écriture comptable cet été pour dire qu'ici, il part de Molenbeek et il arrive à Lyon. Mais ce n'est pas 28 millions qui sont dépensés cet été. Déjà été, Voilà, c'est donc déjà ça, rentré c'est dans déjà- les comptes. ils ont réellement recruté Hugo, 3 joueurs. qui faut-il vendre pour faire du cash flow, C'est ça, justement? c'est quoi les Bah, actifs là? On n'a pas 50 000. Alors, il y avait Ryan Cherki, il y avait un accord joueur-club et club-club avec le Paris Saint-Germain. Il a été dérouté vers Dortmund où finalement, Cacré. il ne devrait pas aller. La plus grosse valeur marchande, parce qu'il y avait donc O'Brien qu'ils ont vendu à Everton, 20 millions. Et c'est Cacré, sur qui ça devrait s'exciter certainement en fin de mercato, autour de 20-25 millions. On est quand même loin des 110, même s'il faut enlever, on a bien compris, certaines sommes à ces 110, on est quand même loin de l'équilibre. On est loin et il y a eu dans les 110, là, il n'y a pas les ventes qui ont été déjà effectuées. C'est-à-dire Alvero 5 millions et O'Brien 20 millions. Donc il manque 75 millions. O'Brien, on l'a compté dans les 110, nous. Après, il n'y avait peut-être pas ceux de Nuama par rapport à ce que vous avez expliqué, mais O'Brien, on l'a compté dans les 110. D'accord. Et donc il y a aussi Et Enrique. Petit Malik Fofana aussi, lui, il est... Ouais, mais ils ne le vendront pas. Mais par exemple, Nuama, tu parlais de Nuama, c'est une vente possible. Et Orban, voilà, c'est lui. Gift Orban. Orban, il est arrivé il y a 1 an seulement, sauf qu'avec l'arrivée de Mikotadze, il a l'horizon bouché. Donc lui, il sera certainement vendu aussi.